Pouya. Comment allez-vous, les amis? Allez-y, dites-nous comment est-ce que vous allez. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir. 12e journée. Ouais. Mais quelle journée! Quelle journée! Vous avez vu ça hier, j'étais à Boulogne. Un match de ouf, le classique, un autre classique, j'ai envie de dire. Hein? Celui-là qui nous a toujours donné des palpitations à tout moment dans le championnat, peu importe quand il était joué. Hein. Boulogne-Saint-Valais, c'est toujours intense, toujours lourd, hein, toujours. Et ça a tenu ses promesses. Comment vas-tu, Mike? Ça va très bien. Ouais. J'ai pu regarder le match cette nuit en rentrant de Strasbourg. Et franchement, le match était lourd. Ouais. Très lourd. C'est ça qu'on aime. Alors, on va dire bonjour un peu à tout le monde. On va dire bonjour à Geoffrey Brocherieux. On va dire bonjour à Laurent Bocquet. On va dire bonjour à tout le monde. On va parler aussi du jeu concours de cette semaine. C'est Madame Christelle Gandon de Chaland, qui a remporté le jeu concours de la semaine dernière. Ouais. Et donc voilà, communique-nous ton adresse en inbox comme d'habitude et on t'enverra tout ce qui t'est dû. Exactement. Tout ça aussi pour dire que Jérôme Guyon, on t'a pas oublié. T'inquiète on pas, va envoyer dès lundi pas, tout ce qui t'est dû aussi. On a eu beaucoup de travail donc on n'a pas pu aller envoyer les choses. Mais on t'a pas oublié, on va envoyer toutes les choses. Jérôme, ne t'en fais pas. On est là, on est ensemble, on pense à toi. Tu auras ce qu'il faut. Pour cette semaine, gagner des équipements de Jordan, mais aussi le livre de Mike Totti, Les 5 branches d'une étoile. Et Voilà, lisez un peu, il y a du basket. C'est important. Il y a de l'amitié, il y a plein de trucs. Oui. C'est offert par la maison, bien sûr, en likant et en partageant ce live. Cadeau. Voilà. Et bien sûr, on va parler basket, les amis. Bien sûr, on va parler basket. Parce qu'il y avait de vrais matchs. Il y avait tellement de vrais matchs qu'il y avait beaucoup plus de gros écarts. Beaucoup plus de clutch time, de matchs serrés que de gros écarts. On va commencer, bien sûr, comme d'habitude, avec les gros écarts. Mike, je te laisse enchaîner. Bon, on va commencer à Souffle. Parce que ce que Souffle fait en ce moment depuis le début du championnat, c'est quand même incroyable. Souffle qui part au Bena et qui tient au Bena à 34% au tir. C'est dingue. 34% au tir. Alors on sait qu'au Bena commence fort ses matchs. Là, ils les ont bien calmés. Ils ont tenu un homme qui était très enfant, qui était Tommy Ghezala. Ils l'ont tenu à 4 d'évaluation. Ils ont dû cibler aussi. Hein. Et en face, Aldo, 23 d'évaluation. Alors, ce qui est encore pire du côté de Souffle, c'est que peut-être le seul qui n'avait pas encore fait de gros match, c'était Aldo. Donc si lui aussi s'y met, là ça devient une machine qui tourne et qui tourne bien. 77, 57, plus 20 pour Souffle. Rien à dire de plus. Aussi simple que ça. On enchaîne sur le deuxième. Parce qu'il y en a que deux. Hein. Il n'y en a que deux, mais celui-là quand même c'était un match... c'était un petit choc entre Reuil et Chaland. Alors on sait que Reuil à domicile c'est fort, ça met beaucoup de points. Et on a eu Chaland qui a perdu son dernier match à domicile face à Tours qui a pris une gifle. Et justement ça me fait rigoler parce que toute la semaine on a dit Tours équipe Kaira. Alors il y a un joueur de Chaland qui s'est manifesté évidemment, qui a dit mais une équipe avec des gros gabarits comme ça qui défend en zone, c'est pas si Kaira ça. Bon attendez, non, moi j'ai pas trouvé ça Kaira. Voilà, j'ai pas trouvé ça Kaira du tout. Donc voilà, il tenait à nous le dire et on tenait à vous le dire également. Exactement. Et Chaland qui s'est bien repris à Reuil, malgré un gros début de match de Lamine Samb, comme d'habitude. On sait que c'est un des joueurs, moteurs de l'équipe de Reuil. Bien sûr. Mais Chaland, voilà, qui a lancé son match petit à petit, qui s'est mis bien, par l'intermédiaire aussi d'Oumar Oussila. 34 lancers francs tirés pour Reuil, dont 13 pour le seul Oumar Oussila. Pour Chaland. Pour Chaland plutôt. 13 pour le seul Oumar Oussila. Malgré un Turpin 1 sur 10, ils sont quand même bien. Victoire de 18 points. Ils gagnent tous les cartons à part le premier. Ils sont tranquilles. Ça se rapproche? Ça va commencer à se rapprocher. Ça va commencer à se rapprocher? Orchi qui se déplaçait à Andrézieux. Alors, j'avais misé sur Andrézieux. Je me suis dit à domicile, Andrézieux c'est quand même fort. Et quitte à avoir un match offensif, autant miser sur une équipe qui a été très forte offensivement depuis le début de la saison. C'est Andrézieux. Sauf qu'Andrézieux est pas très bien défensivement. Et Orchi en a très bien profité. Orchi, qui avait 7 joueurs à plus de 10 d'évaluation. Rien que ça.
notamment le duo Ricardo Rigo, Verbeek, les deux postes 3 d'Orchi, qui à eux deux cumulés font 45 d'évaluation. Quand tu as ce genre de dynamique dans ton équipe, tu gagnes à l'extérieur. 96 points à l'extérieur pour Orchi. Une équipe d'Andrézieux qui alterne le bon et le moins bon, surtout en défense. Verbeek en sortie de banc quand même. Et j'ai envie de parler, moi, je vais faire une petite parenthèse sur Jérémy Ricardo Rigo, qui l'a dit dans une interview, je ne me souviens plus de l'article, on essaiera de vous le poster si possible. Un article local, un journal local, qui a dit très clairement qu'il n'était pas à Orchi pour faire de la figuration. Et je pense que c'est très clair, depuis le début de la saison, il est à un peu plus de 15 dévals, ce qui n'est absolument pas négligeable. Il est en train de faire quelque chose de très fort, il est sorti d'une saison de champion, parce qu'il a quand même fait la montée avec son club des Chartres, et il s'est dit hors de question que je sorte du banc comme l'année d'avant. Et là, très clairement, il fait partie prenante, entière et importante de cet effectif d'Orchi qui, vraiment, déjà nous a surpris tout début de saison en jouant à 6 et en gagnant ses matchs à 6. Mais au-delà de ça, on peut voir qu'il a un objectif individuel très clair qui est justement de poser ses marques en National 1 et de devenir un joueur influent de cette division. Et honnêtement, moi, ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est clair, c'est un bon joueur qui a beaucoup de minutes en ce moment, qui a beaucoup de responsabilités en ce moment, et qui montre pourquoi il les a, parce que c'est un joueur d'un niveau supérieur. Et non seulement il est performant, mais aussi performant dans la régularité. C'est qu'on peut compter très souvent sur lui. Et pour une équipe d'Orchi, justement, qui a longtemps lutté avec les effectifs réduits, voilà, grâce à Jérémy Ricard, ils ont pu justement bien figurer dans ce championnat, ils sont déjà à 8-4. Exactement. Est-ce qu'on regarde les commentaires de nos followers, de nos pro-AMers? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ces matchs-là? Mike, dis-nous un peu ce qu'on raconte sur la toile. Alors, je vais réactualiser un petit peu la page pour avoir tous les commentaires. Oui, alors comme d'habitude, Facebook nous... c'est pas qu'ils vous censurent, vous inquiétez pas, d'accord? C'est juste que... Vous êtes tellement là... c'est ça, vous êtes un peu trop présents, qu'ils ont du mal à... Vous êtes déjà une soixantaine, donc... et ça parle, allez-y. Alors, on parle de ta beauté avec tes lunettes. Alors, merci. Vous savez très bien qu'Hervé... petite lunette easy peasy. Que toute la famille est toujours très calée niveau mode. Non. Alors, je vous explique, ce sont des lunettes qui bloquent les rayons bleus des écrans. Donc, voilà, vous savez que, évidemment, avec le boulot que Mike et moi nous faisons, nous sommes devant des écrans quasiment tout le temps, que ce soit ordinateur, tablette, téléphone. Donc voilà, on essaie de se protéger un peu pour pouvoir avoir la vue saillante le plus longtemps possible. Je pense que c'est important. Mais merci en tout cas pour le compliment, ça fait plaisir. Alors il y a Glenn qui a dit pardon, qui a défendu en zone. On parle de vous les KRA, une équipe de gens musclés qui défendent en zone. Voilà. Quelqu'un à Chaland a balancé l'information. Voilà. Glenn, qu'en penses-tu? Une équipe de KRA qui défend en zone. C'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment? Et puis bon. Et je vais dire un message à Glenn. Si Glenn souhaite répondre, envoie-nous la vidéo. C'est tout. Et nous, on découpe ça, on met ça bien comme il faut, on balance sur le média pour que tu puisses répondre. Tu sais comment ça se passe. Aux joueurs de Chaland qui disent qu'une équipe KRA ne défend pas en zone comme vous avez défendu en zone. Voilà. Et puis il y a le match retour. Voilà. Et puis il y a le match retour. Et vous inquiétez pas, vous savez déjà qu'il y a moyen qu'on fasse un petit tour vers le match retour. On va voir. En tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore synchro niveau... Oui, on essaye. Et on vous promet, on vous assure, on ne s'est pas appelé. On s'appelle pas. On s'appelle, mais pas pour ça. c'est ça le truc. Nous communiquons, d'accord? Mais tout ce qui est vestimentaire, bon voilà, c'est au feeling. C'est au feeling. Et ça. Bon faut croire que... ça match. Ça matche bien. On continue sur les matchs. On va enchaîner. Justement, il y a un commentaire qui me dit... Et on en parle de la Charité qui met 100 points face à Vitré. On est directement dessus. Ah, oui. La Charité qui à domicile recevait Vitré. Alors on sait que Vitré c'est une des meilleures défenses du championnat. Un véritable verrou. Et qui gagne ses matchs comme ça. La Charité qui est la moins bonne défense de la poule gagne ses matchs de l'autre côté. C'est lui qui arrivait à remporter le match dans son sens. Allait avoir beaucoup de chances de remporter le match. Le match est parti du sens de l'équipe qui recevait. C'est-à-dire la Charité, un match offensif, un match ouvert. Exactement. Et qui dit match ouvert, dit les pistoleros étaient de sortie. 4 joueurs à plus de 20 d'évaluation du côté de la Charité. On parle de Pape V à 21, on parle d'Austin Roland à 26, on parle de Moussa Camara à 21, et on parle de Dominicas Milka à 26 points, 10 rebonds, 34 d'évaluation.
Ça, c'est du côté stats. Maintenant, on va parler dans le match qui s'est passé. Troisième carton énorme de Dominicas Minka qui prend les choses en main. 15 points dans le seul troisième carton, qui a lui tout seul tient un bout de bras un petit peu cette équipe de la Charité. Et il fallait trouver un autre héros pour le quatrième carton. Et cet autre héros n'est que Millennium, le pistolet, Captain Moussa Camara, un des meilleurs snipers de la division. Ah oui. Ça. 6 sur 7 à 3 points dans le dernier carton. 20 points pour lui. 20, c'est 23 points dans le dernier carton. Et évidemment, quand tu as un mec comme Millennium qui met 6-3 points dans le dernier carton, évidemment, tu gagnes le match. Et même une équipe de Vitry qui a un véritable verrou défensif ne peut pas résister à 6-3 points de Moussa Camara. Je parlais justement, évidemment, vous l'avez vu, pendant la semaine, jeudi, le jour de l'interview, j'étais en interview avec Kylian Incrédule. Ouais. Et il me disait que, franchement, on est un peu en dents de scie en ce moment, mais quand on trouve, on trouve. Tu vois, il dit quand ça part, ça part. Et là, pour le coup, c'est bien parti. Ça a été impulsé par Dominicas Minka et le captain. Ouais. Et évidemment, Austin Roland qui finit quand même avec 26 d'évaluation, ce qui n'est pas rien. Donc, je pense que si ce triangle-là fonctionne à plein régime et souvent, on va pouvoir voir une équipe de la Charité qui va honnêtement poser des problèmes à énormément d'équipes dans cette poule B. Et on verra le classement ensuite parce que ça peut avoir des effets très très positifs pour cette équipe de la Charité et ça peut bousculer pas mal de choses. Est-ce qu'on enchaîne ? On enchaîne avec l'équipe Kaira. On enchaîne avec l'équipe Kaira qui est Tours, qui recevait Toulouse à la maison. Ouais. Alors Tours qui est dans une bonne dynamique en ce moment. Tours qui vient de battre le premier de la poule, Chaland. Ouais. Mais Tours qui recevait une équipe de Toulouse très dangereuse. On sait que l'équipe de Toulouse, voilà, toujours bien placée. Une équipe offensive avec des mecs comme Tony Ozio. Cliff Coleman qui revenait de blessure. On s'est dit, voilà, Toulouse est revenu au max. Et Tours qui devait empêcher cette équipe de Toulouse d'agir. Ouais. Et ils l'ont bien fait. Surtout dans le dernier carton, ils ont verrouillé l'affaire. Tours qui a été très maladroit pendant le match. 24% à 3 points. Mais qui, eux, ont défendu comme des Kaira. Exactement. En limitant l'équipe de Toulouse à 31% au tir. Peut-être en zone. Peut-être en zone. Mais en tout cas, ça a été solide. Les mecs, vous allez nous entendre. Et c'est vrai que justement, une équipe de Tours qui trouve des vertus offensives à Chaland, qui trouve des vertus défensives à la maison, déjà une équipe complète, et même une équipe en difficulté au niveau de l'adresse, peut quand même s'en sortir avec une grosse défense qui limite Toulouse, une bonne équipe offensive, à seulement 62 points. Je pense que tout a été dit. À ce moment-là, dès le moment où défensivement, il y a un verrou qui est mis, et surtout que le verrou n'est pas sauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qui est trouvée, ça y est. Si défensivement, vous avez fait votre match, et ça a été le cas dans le schéma de plusieurs équipes, de plusieurs matchs qui sont passés durant ce week-end, cette 12e journée, si réellement ça arrive, si défensivement vous arrivez à poser vos bases et que l'équipe d'en face n'arrive pas à trouver de solution, ça fonctionne. Évidemment, il y a des matchs offensifs. Évidemment, il y a des équipes offensives. C'est pas ça. Et il y en aura, et elles vont continuer à prospérer. On pense à Chaland, on pense à Ray. Il y en a d'autres, même la Charité. Lorsqu'ils y vont, ils y vont. Donc, évidemment, ce profil-là est reconnu. Mais comme on dit, l'attaque a gagné le match et la défense a gagné le championnat. Donc, une bonne assise défensive, c'est quand même essentiel. Et dans un match, lorsqu'elle arrive à être mise en place, je pense à une équipe comme Lorient qui est chef de file pour ça. Ça gagne. Ça gagne. Lorient, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Ça a été autre chose. Ça a été très chaud. Ça a été autre chose. Alors, on va suivre un petit peu les commentaires. Alors, Glenn nous assure qu'ils ont défendu 40 minutes en individuel. En homme. Donc, voilà. Donc, Tours, maintenant, vous allez être épiés par rapport à ça. Êtes-vous réellement Kaira? C'est la question que se pose Chaland. Toute la saison va vous suivre par rapport à ça. Mais on va leur répondre au match retour, bien entendu. Exactement. Bien entendu. Alors, mon conseil. Oh là là. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ah oui, ça va être quelque chose. On attend un teaser, on attend quelque chose de grand du côté de Tours au niveau de la communication de ce match. S'il vous plaît, ne nous faites pas mentir. Vendez-nous ce match comme il doit être vendu. Vous avez quand même battu le premier, ils vont se venger chez vous. Préparez-nous ça bien. Petite marmite, les oignons, tout ça. Alors, il y a Franck Lermenier, évidemment, qui parle Baby Shaq, Jérôme Wright, a été très bien muselé. Alors, j'ai une stat que je n'ai pas voulu sortir, mais là, je la sors, puisque vu que Franck Lermenier m'en parle, je la sors. Disons-le. C'est 55 déval contre 27. Alors 55 déval pour le duo Pape Bay, Dominicas Minka, contre 27 pour Jael Wright et Liane Philippe.
Ça a été un véritable massacre à l'intérieur. La raquette a parlé. La raquette de la Charité a parlé et ça a fait très très mal dans ce secteur-là. Waouh. C'est quand même du simple au double, hein. Quasiment. Ouais, et puis, on a souvent dit que la paire Jarrell Wright, Yann Philippe était ce qu'ils faisaient de vraiment vraiment mieux dans la division. T'as Milka Babey. C'est pas plus mauvais, hein. C'est pas plus mauvais. Faut pas croire. Et surtout surtout la Charité ici, ils sont dans une dynamique offensive. Ouais. Ça peut aller très très vite parce que ils peuvent tirer à 2 points, ils peuvent finir, ils peuvent courir, ils peuvent un peu tout faire. Si la machine tombe bien, ça peut aller loin. Et je pense que Babey et Milka, attention en playoff si ça arrive. Attention en playoff. Tu commences à dire les gros mots. Hein. Les grossièretés. Les mots qui font frissonner. Ok, d'accord. Non, mais de toute façon, on va en parler. Déjà, ne serait-ce que la deuxième phase, déjà. Ouais. Ne serait-ce que la deuxième phase, ça va être quelque chose de c'est clair. pas mal. C'est clair. Parce que pas mal. On se pose la question, justement, est-ce que la Charité, ça peut jouer les équipes comme Souffle, etc., etc. On va rapidement le savoir. Là, on est presque à la moitié de la première phase. Donc, on a des vraies indications. On va en parler après dans le classement. Mais les styles de jeu sont déjà avérés. Tout le monde sait qui fait quoi. Exactement. Maintenant, on a envie de savoir les niveaux, l'évolution des niveaux entre la poule A et la poule B. Ça va commencer à y arriver. Hein. Je parlais avec un joueur de Boulogne. Évidemment, le week-end dernier, comme j'étais à Boulogne. Puisqu'on a décidé de rester dans les anonymats, on va rester dans les anonymats. Et il dit... non mais... On dit la poule B elle est plus forte que nous, là. On va voir ça. Il dit, mais on va voir ça dans la phase 2. Il dit, la poule B, ça tire, ça défend pas. La poule A, là. C'est des verrous. Quand on verrouille, là. Il dit, on va voir qui est qui. Il m'a dit, opposition de style en phase 2. Il dit, t'inquiète pas, Hervé. Vous serez là, de toute façon, vous allez voir ça de près. Donc, voilà, ça commence, tu vois, ça commence. Il y a un petit défi qui est en train de se lancer. Oui, ça commence. On dit la côte ouest, c'est cool, tout ça. Ça surfe, il fait beau, il fait chaud. Là, c'est le froid. C'est la glace. Mais on va voir dans la deuxième phase qui est vraiment qui. Exactement. Et qui pourra montrer quelque chose. Parce que là, tout le monde sera prévenu. Ça va être la fight. Oui, clairement. La fight. Clairement. Et on les connaît, ces mecs, c'est des compétiteurs. C'est-à-dire que même s'ils sont évidemment plus focus sur leur poule. Et ils ont un œil quand même. Ils ont un œil quand même. Du coin de l'œil comme ça, ils disent comme, eux là, ok d'accord. Ils voient à peu près qui vont être avec eux, soit dans les phases soit dans la poule duo. Évidemment, il reste encore la phase retour de la première, enfin les matchs retour de la première phase. Mais évidemment, comme Mike le disait, ça commence à se dessiner. Déjà un tout petit peu. On enchaîne. Ça y est, c'est les clutches. Hein. Clutch. Il est 20h20 et on est déjà dans les clutches. C'est pour te dire à quel point c'était serré. Oui, non mais là vraiment, c'est parce que honnêtement, c'était quelque chose de sérieux. Il y avait tellement de matchs serrés. Moi, j'étais choqué. J'étais choqué à la fin du match de Boulogne, quand je dois regarder ce qu'ont fait les autres équipes. Je me dis, mais attends, mais c'est fou. Et je suis content. Parce que ça veut dire que personne ne veut rien lâcher. Personne ne veut rien lâcher. Et on va enchaîner tout de suite pour voir exactement ce qui s'est passé. Bon, on va à Lorient. On va commencer directement à Lorient. Oh là là. Lorient, on a balancé le Money Time. Je ne sais pas si vous avez regardé ce matin. On a envoyé le Money Time. Et moi, je t'avoue, surprise de mon côté. Dans le Money Time, Vincent Pourchaud sur le banc. Tu vois. Après, en fait, il faut voir l'opposition. C'est toujours un... Tu connais mon courant. Je pense que tout le monde connaît mon courant. Bien sûr. Il fait en fonction aussi de l'adversaire. Et il voit contre qui ça joue et comment utiliser les forces et les faiblesses de son adversaire pour pouvoir les mettre à son avantage. On sait très bien qu'il a confiance en Vincent Pourchaud. Peut-être que sur ce match-là, avec des mecs un peu fuyants comme Richie Gordon, etc., peut-être qu'il s'est rendu compte que ça peut être compliqué aussi de jouer de cette façon-là. Et justement, pour revenir sur Bordeaux qui a eu du mal ces dernières semaines, qui a galéré. Et voilà, on a eu les retours des joueurs. Ils nous ont dit, écoute, on a beaucoup parlé entre nous, on a beaucoup parlé avec l'entraîneur aussi. Il fallait qu'on change quelque chose, il fallait qu'on redynamise notre défense, qui est aux abonnés absents depuis quelques semaines. Il fallait qu'on retrouve nos vertus de combat. Et tu vas à Lorient, tu les bloques à 65 points. C'est incroyable. Tu mets, on a bien récupéré les stats, tu mets Bigot et Saounera cumulés à 8 sur 24 au tir, 10 d'évaluation. Tu te donnes clairement des chances de gagner le match. Et même si, pendant 3 quarts temps, Lorient est devant. Bien sûr. C'est exactement le genre de match que tu fais à l'extérieur, où l'équipe est devant, l'équipe est devant, l'équipe est devant. Tu es juste derrière, tu tiens,
tu tiens, et à un moment, eux, ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution, et c'est à ce moment-là que toi, tu arrives et que tu mets dans les coups de boost. C'est ce qui s'est passé. Et mention à évidemment le banc de Bordeaux qui est de retour. On parle du duo Anthony Prunière, Quentin Hank. On sait que c'est des mecs très efficaces en sortie de banc. Là, c'est 30 points, 32 d'évaluation pour les deux. Tu as tous les ingrédients pour gagner un match à l'extérieur. Tu as tous les ingrédients pour redevenir le Bordeaux Basket Métropole qu'on a vu en début de saison et qu'on a placé très très haut dans notre estime. Exactement. Et on se rend compte que ils ont fait ça quand même avec l'absence de Mathieu Boyer. C'est-à-dire que c'est pas rien. Il supplée quand même Ludovati de très belle façon depuis le début de la saison en sortie de banc. Et donc du coup, ils ont dû se sarcener et essayer de faire en sorte de se réguler. Tu joues à 7, t'es compact. Exactement. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait une Lorient à Lorient. Exactement. c'est ça le truc. C'est que quand j'ai vu, j'ai dit, attends, je suis allé regarder justement les cartons. Et le fait d'avoir été derrière pendant les 3 premiers... Ça, c'est Lorient. C'est Lorient qui fait des trucs comme ça. Lorient fait des trucs comme ça et ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Et je sais pas... Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que le coach Moukourand, voilà, peut-être que Vincent Pourchaud, à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure option. La meilleure option. Mais je crois aussi que le coach d'en face s'est dit peut-être que le meilleur moyen de battre Lorient sur ses terres, c'est de jouer comme lui. Tu vois. C'est peut-être de jouer comme lui, tout simplement. Et les joueurs ayant ça en tête, ils étaient tranquilles, eux, d'être derrière pendant tout le match, tu vois. Ouais, t'es pas stressé, tu sais. C'est ça. Ton coup, tu le prépares. T'es dans ton plan, et souvent les équipes qui sont dans leur plan sont très dangereux en 4e quart-temps, parce que justement, les 3 premiers quart-temps, malgré qu'ils soient derrière, leur a donné un max de confiance. Un max de confiance dans le sens où on est en train de tenir les mecs qu'on avait dit qu'on allait tenir. Exactement. On les tient, et à la fin, à la base, c'est eux qui mettent les tirs. C'est ça. S'ils sont pas là et qu'ils les mettent pas, qui va les mettre? Personne. Donc nous, on va les mettre, et on va prendre le match. Exactement, parce que quand tu regardes bien, l'écart n'est jamais très grand. Pendant les 3 quarts-temps, l'écart n'est jamais... c'est jamais au point où tu te dis, ouais, non, si ça part, ça revient de toute façon. C'est ça. Donc, et franchement, bravo. Tactiquement, vraiment, bravo à Bordeaux qui a fait... le match parfait. Oui, c'est tout. Un hold-up comme ça, pour moi, c'est un hold-up prémédité. T'as des hold-up qui... des hold-up Bichard, comme on dit. Il y a une catégorie, c'est des hold-up Bichard. Les mecs qui vont au rebond, censés pas y aller, ça, c'est des hold-up Bichard. Exactement, vous avez des hold-up Bichard, et puis vous avez des hold-up prémédités, et... Au fil du match, vous les voyez. Ceux qui sont prémédités, vous les voyez. On commence à les connaître. Ça sent pas bon. Les mecs, ils sont pas bien. Tu sais que ça peut perdre. Comme Lorient à Tours. Comme Lorient à Tours. Exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bravo à eux. Évidemment, on s'en fait pas trop pour Lorient qui saura évidemment rebondir dans cette poule B. Mais bravo à Bordeaux. On enchaîne. Non, je voulais juste vite fait voir un petit peu les commentaires, bien sûr. Les commentaires, bien voir sûr. un petit peu ce qui se dit. Que dites-vous? Alors, il y a Adil, HSB Renov. La famille. Alors, on était ensemble ce matin. On est parti voir un très beau match du Stade Français. Voilà, on s'inspire des meilleurs à Pro Média. J'étais avec Adil. Et non, c'est la famille. Oui. C'est la famille. Il apprécie tes lunettes, comme tout le monde ici. Merci mon frère. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Et non, il n'y a pas de commentaires qui... Ça parle entre eux. Ça parle entre eux, comme d'habitude. Ça parle entre eux. Vous êtes déjà plus de 70. Il y a Franck Larmenier qui dit évidemment que Vitré, avec l'absence de Belkessa, ça change quand même pas mal de choses, évidemment. Il faudra trouver un meneur très rapidement quand même. Parce que on dira ça. Alors, il y avait des meneurs sur le marché qui ont déjà été pris dans d'autres clubs. Il faut, voilà, on en parlera peut-être après, qu'on aura le temps, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des meneurs disponibles maintenant. Il y en a. Avec tout ce qui vient de se passer cette semaine, on en parlera à la fin. Exactement. Mais il y a peut-être des meneurs disponibles maintenant. Et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Je pense que vous savez déjà très bien de qui on veut parler, mais on lâchera le nom tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On continue. On continue avec La Rochelle. Alors La Rochelle qui recevait le Havre. On avait tous les deux donné le Havre parce qu'on s'est dit que le Havre c'est quand même une équipe solide qui pouvait justement matcher avec l'équipe de La Rochelle en termes de physique, en termes d'impact physique. Mais La Rochelle qui retrouve ses vertus de début de saison. Et on l'avait dit la dernière fois, quand La Rochelle joue le La Rochelle basket, c'est-à-dire des mecs solides qui commencent le match et sur le banc, ça apporte ensuite. Ça envoie. On a vu La Rochelle à chaque fois être dominant, voire gagnant sur ces matchs.
parce que justement, ils ont une constance tout le match grâce aux remplaçants qui rentrent et qui impulsent vraiment une dynamique, voilà, un vrai pétard. C'est même plus positif. Là, on dépasse le positif avec les encore remplaçants une de La Rochelle. fois, là, tu vois ça, tu vois La Rochelle qui avec ses 3 gars du banc, mais 37 points, 39 d'évaluation pour le trio Koulibaly, Célarier et Papillon. C'est à chaque fois le cas. Et à chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont pris le match. Ouais. À chaque fois, ils ont pris le match. Makikin qui n'a pas joué. Quand même. Et malgré ça, ils ont quand même trouvé les solutions. La Rochelle solide. La Rochelle qui fait du bien. Gros match de Nwakoni aussi dans le 5. C'était pas arrivé souvent cette année. Ouais. Ça arrive à point nommé pour La Rochelle. La Rochelle qui prend un match à l'arraché. Le Havre qui craque un petit peu à la fin. Mais je préfère donner du crédit à La Rochelle qui est parti gagner son match d'une bien belle manière. Là, moi, ce que je voudrais noter, c'est l'absence de Samir Mekdad qui fait mal au Havre. C'est-à-dire que, et au-delà même de ça, dès qu'il a manqué une pièce au Havre, après ça arrive à toutes les équipes, hein, mais dès qu'il a manqué une pièce au Havre, voilà, ça a mis un grain de sable dans l'engrenage de l'équipe d'Hervé Coudray. Et je pense qu'il va falloir justement essayer de trouver des réponses par rapport à ça. Déjà, on espère que c'est pas grave pour Samir, que c'est pas quelque chose qui va être sur la durée et que ça a été ponctuel. Mais il va falloir, parce que cette équipe-là, c'est une équipe qui joue small ball. Ça, on sait. Ils ont un ou 0 joueur à plus de 2 mètres. C'est ça. Avec avec Céric André, c'est ça. Donc c'est une équipe qui joue small ball. Là, manifestement, au niveau de la création, moi, c'est là que je vois que ça a pêché. Parce que Michael Riz n'a pas pu tout faire tout seul. Manifestement. Nick Pope, on sait que c'est pas son fort. C'est un mec. C'est un buteur. Voilà. Il met le ballon dans les filets. Point. Jombi, c'est pareil. Et vraiment, là, c'est surtout au niveau de la création que ça a pêché. Un joueur aussi cadre et influent et important dans le jeu que Samir Mekdad a vraiment fait mal sur ce coup-là du côté du Havre et a pu laisser justement la Rochelle imposer son jeu et parce que Samir Mekdad en défense, voilà. Hein. Il tient les mecs. ouais. Je sais pas s'il aurait laissé la Rochelle s'imposer comme ça au niveau. Pas Samir Mekdad, tous les joueurs vous le diront et ceux qui sont là connectés peuvent témoigner et répondre. C'est un des 5 mecs les plus durs du championnat à l'épaule. Si vous mettez un coup d'épaule, la semaine d'après, vous le sentez encore. Oui. Et si c'est dans le visage, vous prenez la purée de mousseline pendant une semaine. Tranquille. Parce qu'il est vraiment très, très, très solide. On n'appelle pas quelqu'un le bombardier pour rien. Hein, voilà. Sachez que ça a été donné pour une raison. Hein, et c'est très clair. Commentaire, évidemment, tout le monde parle de Brissac et du meneur en question. On en parlera après. Calmez-vous, les enfants, calmez-vous. On est un peu synchro ce soir, on est bien dans les temps. Oui, il est 20h30, on est dans les clutches. Bien sûr. On a toujours peur de finir en retard, mais là, on est très bien. On est ensemble. Ce soir, on est ensemble. Les yeux dans les yeux, on est ensemble. Exactement. On va enchaîner. On va enchaîner sur le Jet. Le Jet qui se déplaçait à Reussy-Saint-Martin. Et on avait tous les deux donné le Jet. Ouais. Je me disais, ça allait jouer à l'énergie, ça allait jouer un peu à la patate. Et même si Récy a montré du cœur, je trouvais que, au vu de ce qui se passait, et en plus avec l'arrivée de Seb Michino en tant que meneur de jeu pour remplacer Ibrahima Sidibé au Jet, je trouvais que c'était le truc en plus qui allait leur impulser quand même une petite patate en plus. Et je voyais le match exactement comme il s'est passé. Exactement comme ça. Le Jet qui commence fort le match, qui prend le premier carton à Reussy-Saint-Martin, et qui au final reste un petit peu dedans pendant tout le match, et qui le prend à la fin parce que à chaque fois il y a le petit panier qui fait du bien, le petit rebond qui fait du bien. Voilà, c'est des mecs hargneux, et pour gagner ces matchs-là, parce que c'est un match super important pour eux, parce que c'est 2 équipes qui sont peut-être dans la poule basse à la fin du truc, et ça fera une victoire en plus dans la prochaine phase. Donc c'est un match qui vaut double. Et c'est un match crucial pour la saison. Et le Jet est parti prendre à l'extérieur. Voilà, chapeau le Jet. C'est un match important qu'il fallait prendre et ils l'ont pris. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. On m'a parlé. Alors Namori Bondi m'a dit, Hervé,
si tu arrives à attraper la vidéo du match, Loïc Gigant met un poster phénoménal à la fin du match. Cale ça, s'il te plaît. J'en appelle aux dirigeants, au service technique, au staff de Reci Saint-Martin, s'il vous plaît. Envoyez-nous le joueur adverse qui l'a dunké sur la gueule en fin de match. Envoyez. On est preneur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis, si vous n'en voyez pas, on va aller parler directement au Jet. Voilà. Et puis, on va trouver la vidéo quand même. On va trouver la vidéo. Mais c'est mieux si ça vient de vous. C'est tout, hein. Pour montrer que vous êtes bon. Ah, vous êtes fair play. C'est tout. Faut être fair play. Exactement. Envoyez. Hein. Il faut que nous aussi, on a du contenu à diffuser. Hein. C'est pour la beauté de la N1. C'est pas pour nous. Voilà, exactement. Hein. On a du contenu. Hein. Do it for the culture. C'est tout. Hein. Exactement. Donc, allez-y. On compte sur vous, Reci. Et comme vous le savez, hein, comme je viens de le dire, si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors, il y a des rumeurs qui disent Brahim Pamba a vitré. Nous, on n'est au courant d'aucune rumeur. On vous dit juste qu'il est libre. Et Brahim Pamba est libre, mais d'autres aussi. Ah, il y en a d'autres. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a clairement d'autres. On enchaîne? On enchaîne. Alors là, on part du côté de Besançon. Alors Besançon est une équipe qui était invaincue à domicile. Invaincue à domicile. Ouais. Qui recevait Charleville, qui n'était pas super à l'extérieur. Mais Charleville est bien en ce moment. Depuis la gifle reçue à Boulogne, ouais. Une gifle moins 27, avec 47 points seulement marqués, c'était soit tu sombrais, soit tu te relevais, parce que tu trouvais les vertus collectives pour remonter. Ils ont préféré trouver les vertus collectives et se relever plutôt que prendre la deuxième joue. Et depuis, c'est un autre Charleville qui se présente le samedi soir à l'heure des matchs. Un Charleville conquérant, un Charleville qui a retrouvé son arme secrète, qui est Jonathan Leria, qui a planté 25 points, 4 sur 6 à 3 points. On sait, c'est un des meilleurs ailiers de la division. Ah oui. Quand il est en forme. Exactement. Il était en forme, il a délivré 20 dévals. T'ajoutes à ça les 20 dévals d'Almeida, et tout de suite, tu as un duo d'extérieur très prolifique, ce qui donne 92 points marqués pour l'équipe de Charleville. On sait que Besançon est la moins bonne défense de la poule A. Ils en ont clairement profité. T'es la moins bonne défense, on te sanctionne tout de suite. Même les mecs en sortie de banc, c'est les 8 points pour la bannière, c'est les 11 points pour Joël Henry. Tout le monde a participé à l'action offensive de Charleville. 92 points marqués, c'était suffisant pour les battre Besançon, malgré leur invincibilité à domicile. Exactement, et c'est justement de ça que j'allais parler, de l'invincibilité qui a été brisée pour Besançon. Je pense pas que ça leur fasse un coup au moral non plus. Cela dit, c'est quand même, lorsque ça arrive, c'est embêtant, tu vois, t'as jamais envie que ça arrive. Mais je suis pas inquiet pour cette équipe de Besançon. Je suis pas inquiet pour cette équipe de Besançon, malgré le fait que ce soit une défaite à domicile. Ils vont pouvoir rebondir. Ils vont pouvoir rebondir parce que ils sont forgés dans le dur, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ils sont devenus une équipe, déjà d'une parce qu'il le fallait, parce qu'il le fallait, et de deux, parce qu'ils avaient d'excellents joueurs qui ont réussi à tirer tout ce collectif vers le haut et qui leur ont permis de survivre jusque-là. Et des joueurs se sont révélés, on parle de Gérald Garrier, j'avais vu en plus un article cette semaine avec Gérald Garrier qui fait une très belle première saison de N1. T'as des mecs comme Mukuna qui confirment leur saison All-Star. T'as Nicolas De Santos qui sort souvent du banc mais qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Ils ont tous les joueurs pour faire. Vorotnikovas aussi, on en parle. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs pour faire l'affaire. Il faut juste pas tomber dans une spirale négative parce que la poule A est traître par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont mal commencé la saison qui sont en train de remonter. Et ça peut justement faire basculer le championnat complètement d'ici 2-3 semaines. Bien sûr. Non, ça c'est clair et net. Commentaires ? On va voir les commentaires. Hop là, je vais baisser un petit peu l'écran de l'ordinateur. Alors Franck Lermenier qui nous tient au courant par rapport à Vitré, qui dit qu'il n'y a rien de défini et pas de trouvailles pour le moment à Vitré. Rien de concret dans les tuyaux. Pas de rumeurs, l'avenir le dira. On dit exactement la même chose. Voilà, nous on va juste parler de qui est libre, qui peut faire quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de rumeurs officielles, on va dire, par rapport à l'équipe de Vitré qui évidemment va chercher à se renforcer parce que la division le demande. C'est tout. Mais on ne sait pas encore qui, évidemment. Alors, il y a Faisal qui dit que le règlement ne le permet pas. Alors, c'est un point où
personne n'a vraiment le même avis par rapport à ça. C'est ça. Alors lui, évidemment, qui est agent, connaît évidemment le règlement sur les bouts des doigts. J'avais demandé à certains coachs pour me renseigner évidemment par rapport à ça en disant qu'est-ce qui se passe pour une équipe. Évidemment, on parle de Brissac. Une équipe de Brissac qui a ces joueurs qui ont joué pendant l'année en National 1. Que se passe-t-il pour eux si leur saison est arrêtée pour une liquidation judiciaire? Est-ce qu'ils sont comptés comme des joueurs ayant participé à la saison, ou bien tous les matchs sont annulés, auquel cas, ça fait comme s'ils n'avaient pas participé à un seul match dans la saison. J'ai demandé à des coachs qui m'ont dit que non, ils peuvent jouer, d'autres qui m'ont dit que non, normalement ils ne peuvent pas jouer, ils ont fait 10 matchs, c'est mort, ils ne peuvent pas jouer dans une autre équipe. Donc nous, on va essayer de se renseigner pour avoir l'info exacte. Faisal nous dit que non. Donc on va essayer justement nous aussi de pousser par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça changerait carrément les choses par rapport au recrutement ou à la liste des joueurs potentiellement recrutables pour l'équipe de Vitré. C'est ça, parce que là, on est en train de regarder, et puis au-delà même de ça, parlons des joueurs eux-mêmes. Si on considère que les points sont enlevés, que cette équipe de Brissac n'a jamais joué en N1, ça voudrait dire que ces gars-là n'ont jamais joué pour Brissac, tu vois, par effet de ricochet. Et du coup, s'il y a une impossibilité de jouer en N1, ce serait un peu incompréhensible. Sachant que en tout cas, ce serait cruel. Oui, sachant que tu n'as jamais joué, sachant que tu es considéré comme n'ayant jamais joué en N1 cette année, ne pas pouvoir y rejouer, c'est bizarre. Cruel, certes, parce que du coup, ta seule possibilité resterait la Pro B ou la N2. Et la N2, ça finit le 30 décembre. Ou l'étranger. Et on parle des joueurs souvent français qui n'ont jamais mis un pied à l'étranger, qui n'ont aucune envie d'y mettre un pied. Donc, qui ont une famille en France, qui ont un style de vie en France, des femmes ou des copines qui travaillent en France. Exactement. Donc c'est compliqué aussi pour eux de se déplacer de cette façon-là. Et ce serait quand même cruel que ces joueurs-là ne puissent pas participer à la saison en cours et aider une équipe qui en a besoin. Qui en a besoin, bien sûr. Et voilà, il y a des équipes qui cherchent des joueurs en ce moment. Donc ça arrangerait tout le monde de recaser ces joueurs-là dans une équipe de N1 ou de N2 par rapport à ça. Mais c'est vrai que on va essayer d'en savoir plus. Peut-être que je fais ça la raison. Je ne suis pas en train de remettre... Ah oui, non, c'est clair. Là, pour l'instant, c'est l'inconnu. Nous, on va essayer d'avoir notre renseignement par rapport à ça. Mais déjà, on peut déjà dire on pense que c'est cruel. Ah oui, non, clairement. Complètement cruel. Clairement. Si des joueurs qui ont été mis dehors du championnat par une décision qui ne les concerne pas... Et qui en plus sont considérés comme n'ayant pas joué dans la division dans la même saison. Là, ça devient compliqué, ça devient cruel, on pense, pour eux, parce que c'est quand même les joueurs qui font la beauté de cette ligue. Et il ne faut pas l'oublier que si ces joueurs-là ne pensaient pas à venir jouer en N1, on ne serait pas sur Prime Media, vous ne serez pas devant votre écran aussi. Complètement. Et personne ne pourrait bénéficier de leur spectacle. Donc il faut quand même peut-être leur donner aussi ce à quoi ils ont droit. Ah non, mais c'est clair et net. Que dit Faisal d'ailleurs? Il vient de répondre là, je pense. Ouais, N2 c'est 30 novembre, pas 30 décembre, c'est 30 novembre, excuse-moi. Donc c'est encore plus là. C'est la semaine prochaine. Ça y est là. C'est une petite erreur de langage, mais c'est 30 novembre, donc dès la semaine prochaine, les mecs ne pourront pas signer. Donc le timing en plus de l'annonce de la liquidation de Brissac met quand même les joueurs de Brissac dans une situation très compliquée où ça les oblige à jouer dans une division supérieure dans laquelle ils n'ont pas joué et ils ne sont pas des priorités du recrutement. Exactement. Et puis même quand tu penses à Aurélien Rigaud, quand tu penses à Moïse Diamé, quand tu penses à Soarata Cissé, tu les vois pas en N2. C'est pas les joueurs que tu peux voir évoluer en N2 en imaginant même. Et clairement, ils n'ont pas envie. C'est des joueurs dominants de N1, même si il faut jouer au basket parce que voilà, mais quand même, c'est pas des joueurs qui... Non. Voilà. Non. C'est des joueurs qui ont une carrière, un plan de carrière, un objectif de carrière, et peut-être que la N2 n'en fait pas partie. Donc il faut pas... C'est compliqué pour eux aujourd'hui cette situation, et c'est vrai que ce serait cruel qu'ils ne puissent pas retrouver un club dans la division où ils officient pendant toute l'année. C'est clair, ça ferait vraiment mal, et enfin bref. Moi, j'espère quand même qu'il y a un minimum de justice dans tout ça, et qu'il y en aura une. S'il faut dérogation, on va déroger. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, ce genre de choses est possible. Dans le droit français, il y a la jurisprudence. Là, je suis désolé, mais ce n'est en aucun cas la faute des joueurs. C'est clair. Alors, vraiment pas. Et qu'ils payent pour ça, parce que clairement, là, ils paieraient pour ça. Et ça nous ferait vraiment mal. Honnêtement,
au-delà même de la douleur du média qui n'aurait pu avoir ces joueurs-là évoluer. C'est clair. C'est nous-mêmes qui les connaissons personnellement. C'est des hommes. Hein. Voilà, ça nous ferait chier. Point barre. Donc voilà. On va enchaîner. On va finir la parenthèse Brissac, hein, le drame. Finalement, on l'a fait maintenant. Le drame de la semaine. On l'a fait maintenant, comme ça. C'est fait, c'est envoyé. On repart sur une nouvelle session de Clutch Time. Exactement. Avec Sorg qui recevait Saint-Quentin. Alors Sorg, on tient à le dire aussi, les gens qui avaient dit que Moussa Dama a été coupé avaient raison. Ouais. Il a été coupé. Il a été coupé et remplacé rapidement par un Lituanien qui s'appelle Danis, qui était très bon face à Saint-Quentin avec 23 d'évaluation, 17 points en sortie de banc. Son premier match. Mais Sorg, ça commence un petit peu à grincer. Ça va pas aussi bien qu'au début. La machine ne roule pas aussi bien qu'au début. Un mec comme Cecil Williams qui a démarré très très fort la saison. La magie est en train de s'évaporer. Et clairement, les équipes adverses commencent un petit peu à voir clair dans le jeu de Sorg en ce moment, notamment Saint-Quentin, qui évidemment est une équipe très expérimentée, très très bien coachée. Et ils sont arrivés à Sorg dans la difficulté, mais ils s'en sortent. Ils s'en sortent très bien. Et justement, un match comme ça à l'extérieur contre une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, clairement, c'est un bon match de prix pour Saint-Quentin, qui n'a pas brillé, mais qui était très bon, très solide, qui a mis les tirs qu'il devait mettre. C'est tout. Qui évidemment, encore en sortie de banc, bien sûr, a des nouvelles armes. On parle de Cheikh Soumaro, encore qui met 12 points. Jeff Kébé, on le connaît, motivé comme Jeff Kébé. Bien sûr. Alors pour l'instant, on n'a pas encore ressorti le slogan. Ça va sortir. Ça va sortir, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Le jour où on se déplacera dans cette région, on le ressortira. On arrive. Mais évidemment, Jeff Kébé toujours aussi motivé, 11 points, 12 déballes en 13 minutes en sortie de banc. Le retour de Lamine Kanté qui va faire beaucoup de bien à cette équipe, qui a mis 6 points en 12 minutes. Ils retrouvent leur équipe totale avec 10 joueurs. Saint-Quentin, attention. Et 10 joueurs relous, hein. Non, mais c'est ça le truc, c'est que c'est 10 joueurs qui sont, mais alors absolument tous prises de tête. C'est-à-dire que peu importe, le petit Salim GT, lui, tu lui laisses un bras, ça va partir, tu vois. Mohamed Keita, ça saute dans tous les sens. Ça sert absolument à rien qu'on développe encore sur Cheikh Soumaro, Jeff Kébé et Lamine Kanté. Bref, cette équipe de Saint-Quentin, moi, au-delà même de ça, moi ce que je pense que maintenant, eux, peu importe où ils se déplacent, peut-être que justement, bon, une équipe comme Souffle, c'est un goût particulier. Mais après ça, pour eux, qui vous êtes en face n'a absolument aucune importance. Je le dis, je le redis. On a parlé avec Desmond à l'interview. Les gars sont en mission et ils n'esquisseront pas un sourire tant que la mission ne sera pas accomplie. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde, les Ryan Rooms, je vais parler de ceux qui sont arrivés, hein, et qui n'ont pas vécu le cataclysme de l'an dernier, entre guillemets, les Ryan Rooms, Salim GT, Keita, etc. Même Lamine Kanté qui a vécu que les bons moments. Exactement. Ils ont tous été mis à la sauce pour faire comprendre que non, les mecs là, peu importe chez qui on va, peu importe qui vient chez nous, ça n'a absolument aucune importance. On n'en est plus là. Et vous voyez qu'un joueur, on me disait qu'il y avait une incertitude au niveau de Desmond, du jeu. Il a joué. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Il sait qu'il n'est pas 100%, mais il joue. C'est tout. C'est pas son problème. Et nous, ça nous montre clairement que voilà, équipe guerrière, les mecs sont en mission. Pour moi, c'est clair et net. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on avait donné Saint-Quentin, parce pour nous, c'était clair. Pour nous, c'était clair. Il y avait quand même une différence. Et la différence s'est faite valoir, même si ça n'a pas toujours été simple. Et la raison pour laquelle, même quand c'est pas simple, ils le prennent, c'est que les guns sont là. Cachés, mais ils sont là. Les flingues sont là. Et ils les sortent quand il faut. On regarde les commentaires ? Bien sûr, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. Mais la famille saint-quentinoise. Ils sont là. Et là, alors, et apparemment, il y a eu une échauffourée. À Sorg. Alors, Moussa Dama a rebondi déjà en D2 espagnol. Ça veut dire quand même qu'il y a un petit potentiel chez le monsieur. Quand même. D2 espagnol, c'est pas mal. Et alors, comment peut-on savoir, c'est Cécile qui demande, quand on prend une disqualifiante, comment on peut savoir si le joueur sera suspendu ou pas?
il y a une commission qui évalue le degré d'intensité, de gravité de la disqualifiante. Et à ce moment-là, ils prendront une décision et ils seront... Voilà, il y a Ryan Rooms, apparemment, qui a pris une disqualifiante. Après une échauffourée. Après... Hop, il y a un petit bug. Ouais, petit bug les amis. Alors ce qu'on va faire, hop là, on va se caler là comme ça. On va juste tourner 2 secondes les caméras. Vous nous excuserez. Petit problème. Voilà, on va rester sur nous deux tranquillement. Et on va avancer comme ça. Ça va être vite fait. Donc on disait. C'est réglé. Encore un tout petit peu, histoire de paf. Voilà, on n'est pas beau là. Bon. On est toujours là. Oui. Donc voilà, en gros, on espère justement Saint-Quentin. Ouais. Toujours bien. Bien sûr. Ça va bien se passer. Pour Ryan Rooms, qui s'est échauffouré avec Pierre Hannequin, qui est soi-disant poussé Pierre. Alors, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais les gens, on vous fait confiance. Oui. Par rapport à ça, voilà, une commission, c'est toujours... Ils se réunissent, ils disent voilà, c'est telle gravité. Ouais. Ça vaut 0, 1, 2, 4, 10, 20 matchs de suspension. Voilà. Et ensuite, ils donnent la lettre recommandée au club. Et voilà, la lettre fait acte. Et le joueur doit être suspendu ou non suspendu. Ouais. Tout dépend de la gravité de la situation. On verra de toute façon. Hein. Ce sera annoncé très certainement bientôt. Et Cécile, tu auras ta réponse. Il nous reste 2 matchs. Et quel match? 2 matchs. Alors, il y a Feur qui s'est déplacé à KB. On a tous les deux donné Feur. Ouais. Et on savait pourquoi. Oui, non, pour moi c'était clair. Honnêtement, pour moi c'était clair. Il n'y avait pas trop de... Pour moi c'était clair. Feur est plus solide. Feur est plus solide. Bien sûr. Et plus stable en ce moment que l'équipe de KB. KB qui a du mal avec la N1, c'est aussi simple que ça. Et encore plus quand tes postes 5 seront soit blessés, soit prennent un KO comme Dringhilas a pris dans les 5 premières minutes du match. Ça fait mal. Là, tu as une équipe qui du coup devient bancale. Ouais. Et Fer n'en demandait pas tant. Surtout Majop Ndiaye qui justement en a profité et fait 22 d'évaluation. Alors l'équipe de Fer a été maladroite. L'équipe de Fer qui à la base n'est pas une équipe prolifique au niveau du scoring. Ouais. Mais contre une équipe qui n'est pas forcément très fort défensivement, ils ont pu planter 85 points, notamment Bastien Albert qui sort du banc, qui met 17 points, 23 d'évaluation. Le secteur intérieur de l'équipe de Fer a été très prolifique. 19 dévals pour Benio, 23 dévals pour Bastien Albert, 22 dévals pour Majop Ndiaye. Ça a fait du mal. Évidemment, Fer remporte le match 85-79 à l'extérieur. Et Fer qui est très bien classé dans ce championnat. Pour une équipe promue, pour une équipe qui a très peu de budget, ils s'en sortent très bien. Moi, je voudrais justement revenir sur Fer. La chose, c'est que ces gars-là, moi, je les avais vus à Souffle. Évidemment, défaite de Fer, on s'en souvient. Mais ce qu'ils m'avaient montré dans la première mi-temps, honnêtement, moi, je me suis dit, mais ça game. Ouais. C'est que ces mecs-là, ils jouent. Enfin, Corté, c'est ce qu'il fait, tu vois. C'est sérieux. Et les victoires qu'ils ont enchaînées ensuite, pour moi, c'était pas une surprise. Autant, même si sur certains de ces matchs-là, j'avais voté contre eux. Ouais. Je me suis dit qu'ils les prennent, c'est pas si surprenant que ça, quoi. Ouais. Vu ce que j'avais vu de visu, en direct, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et on a les Momarendoi qui font leur boulot. Majop Ndiaye qui est en double-double quasiment tous les week-ends maintenant. Ouais. Quasiment tous les week-ends. Majop, il sort un gros match. Et comme d'habitude, l'axe 1-5 avec Monsieur Prolac, pareil, qui continue à faire une très belle saison. Bien sûr, gros boulot. Et si ça commence à sortir du banc comme ça, on dit Bellec. Ouais. Franchement, attention. Faut faire gaffe. Attention. Va falloir faire gaffe parce que si en plus les mecs commencent à être chauds en sortie de banc aussi, et on sait à quel point ça compte dans cette division la sortie de banc, ils l'avaient pas tant que ça au début. Mais si là ça commence à s'ajouter à leur puzzle, gaffe. Vraiment gaffe. Comme tout le monde, je pense que Fer aussi, en train de prendre ses marques en N1, des joueurs comme Bastien Albert qui ne connaissent pas du tout la division. Exactement. Au bout de 10-11 matchs, ils se disent attends, mais les mecs en face là, ils sont pas si forts que ça. Et puis je joue. Et puis à un moment donné, je commence à les laver aussi. Parce que c'est eux qui me lavent tout le temps, mais là je vais leur rendre un petit peu. Et si la fenêtre s'ouvre, comme là elle s'est ouverte face à KB, ça rentre. Il va la prendre. Et je pense que voilà, l'équipe de Fer fait pas de bruit, mais c'est construit aussi dans la solidité, pas dans la difficulté, mais dans la solidité en disant nous, on va prendre les matchs qu'on doit prendre.
Le reste, on verra. Ouais. Si on les perd, tant pis. Mais les matchs qu'on doit prendre, comme KB, on les prend. On va les prendre. Fin de l'histoire. C'est tout. On a des questions là. Je vois des points d'interrogation un peu partout. Alors, il parle justement du chaos de Drungilas, qui a pris un sérieux choc et qui a été carrément évacué par les secours parce que, voilà, sonné. Alors, on ne sait pas exactement le coup qui a été donné. Évidemment, c'était involontaire. Oui, bien sûr. Mais voilà, il a été carrément sonné au point de ne pas pouvoir se relever et continuer le match. Donc, il a été évacué par les secours. On souhaite évidemment un bon rétablissement à Drungilas, qui est le nouvel arrivant de l'équipe de KB. Et qui, d'ailleurs, d'après JC, est pas mal. Et pas mal du tout. Donc, très bon. Donc, un apport en moins qui est important comme celui-là a pu justement faire basculer le match du côté de Fer. Bien sûr. Alors, Hervé qui nous demande, on vous voit quand à la Charité? Quand on sera invité. Mais nous, on a envie de venir. On a envie de venir, évidemment. Ça se passe, bien sûr. On a envie de venir. Alors, il y a des clubs. Alors, c'est pas tous les clubs qui nous invitent. Nous, des fois aussi, de notre initiative, selon le budget qu'on peut avoir par rapport à ça, parce qu'on est quand même une asso. Nous sommes une jeune asso. Indépendante. Exactement. On ne reçoit aucune subvention. Donc, dès qu'on peut, on vient. Mais en général aussi, on espère que les clubs nous aident à venir. C'est ça. Quand les clubs nous aident, on peut venir du tac au tac. Quand c'est notre initiative, on est obligé de planifier. On calcule aussi le budget pour que ce soit possible et faisable sans qu'on se retrouve à la rue parce qu'on n'a plus d'argent. Donc voilà. Donc on a envie de venir à la Charité. On espère pouvoir trouver un terrain d'entente pour que aussi puisse faciliter un petit peu notre venue. Mais on a envie de venir dans tous les clubs. Voilà, on est allé à Andrézieux, ça fait très plaisir. On est parti à Boulogne, à Saint-Quentin, on est parti au Havre. On est parti dans presque tous les clubs. On est parti à Tours quand même. On essaie d'y aller, on essaie justement de vous rencontrer, vous les supporters, etc. Parce qu'on est une famille, on essaie de créer une famille N1 où on a notre championnat, notre média et les diffusions de matchs. Exactement. Où on peut tous se retrouver par les baskets. C'est ça. Et on espère justement qu'au niveau des diffusions de matchs, vous commenciez à prendre le relais, vous en fassiez de plus en plus. Nous, on ne peut pas être partout. C'est pas possible. On a réussi à dégoter Vincent qui est super à Rueil quand il peut le faire. Voilà, moi je bouge, Mike bouge. Voilà, on essaye un peu. Voilà, on a Arthur qui est à Vitry qui fait un travail énorme. Sébastien Nolo, notre pionnier qu'on salue encore comme d'habitude du côté de Chaland. Druide. Mais bien sûr. Donc voilà, ça commence à prendre un tout petit peu, commence à en avoir un peu partout. Il en faut plus. Il en faut plus. Et nous, on vient, voilà. Dès qu'on sent l'invitation, vous inquiétez pas, on est là, on déboule. On a envie d'aller à Tarbes, on a envie d'aller à Aubenas, on a envie d'aller un peu partout, Besançon, Orchy, voilà, Bordeaux, on veut aller partout. On veut vraiment. Pensez pas que quand on vient pas, c'est parce qu'on veut pas venir, on veut vraiment y aller. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a fait le média. C'est ça, c'est chez nous. Bah oui. Si on est là devant vous aujourd'hui, si les week-ends on fait de diffusion de matchs, parce qu'on veut vraiment y aller, on veut vraiment ressentir l'ambiance dans les salles, on veut vraiment être au contact des supporters, des clubs, des dirigeants, des joueurs, de tout le monde. On veut vraiment créer un média par nous, pour nous. Exactement. Pour nous. Et donc voilà, si... Petite dédicace à Foubou pour ceux qui savent, exactement, les vrais savent. Ils connaissent. Et si quelqu'un de quel club que ce soit peut faciliter notre venue, on est preneurs et on arrive direct. On arrive direct. Sans problème. Ceux qui l'ont fait ont vu, hein. C'est simple que ça. Ceux qui l'ont fait ont vu. Il nous reste un match. Le cheesecake. Le match que tu allais filmer hier. Et que j'ai regardé dans la nuit. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit regarde le match, c'est important. Regarde ce match-là. Je sais que tu ne peux pas regarder tous les matchs de N1, mais celui-là, il est sur le média. Regarde-le. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je te laisse d'abord la parole. Et ensuite, je rapporterai les petites touches que j'ai vues pendant le match. Oui. Un Boulogne-Saint-Vallier n'est jamais un match comme les autres. Jamais. On en a filmé 3. Les 3 sont complètement différents. Voilà. C'est incroyable. Cela dit, l'issue est toujours la même. L'issue est toujours la même. De 3 façons complètement différentes, mais l'issue est toujours la même. Pour revenir à celui-ci, je vais éviter de faire des parallèles avec les autres, parce que, évidemment, pas les mêmes joueurs, etc. Ce serait inutile de revenir dessus. Mais celui-ci, déjà, il faut être clair. Le match n'était pas beau. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'était pas un beau match. Mais c'était intense. Franchement, c'était intense.
dans les impacts. Franchement, hein, chapeau aux arbitres. Parce qu'il y avait tellement d'impact. C'est-à-dire que sur chaque attaque, chaque défense, il y avait un impact. Et il fallait jauger. Faute, pas faute. Antisportive, pas antisportive. C'était unique. Honnêtement, hein, l'un des matchs les plus compliqués à jauger au niveau des fautes que j'ai vu depuis le début de la saison. Il y avait tellement d'impact. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au début du match, donc là, moi, je vous dis maintenant que moi, je suis allé faire l'inside NM1 de Boulogne à Boulogne pour ce match-là. Donc, vous le verrez sûrement la semaine prochaine. Ou bien, si j'ai trop de boulot, la semaine d'après. Mais vous inquiétez pas, normalement, la semaine prochaine, il va sortir. Sortira tôt ou tard. Oui. Donc, moi, j'étais en coulisses. Et il y avait comme un excédent de testostérone mais mon frère, attends, et de hargne, de niaque entre ces deux équipes. Et n'allez pas prendre ça du mauvais côté. Ces gars-là sont potes à la vie, à la mort dans la vraie vie. Mais quand ils enfilent la tenue, là, le Boulogne-Saint-Vallier renaît. Et c'est quelque chose de complètement différent. Ça n'a plus. C'est-à-dire qu'avant même le match, déjà, moi, je savais que ça allait cogner de tous les côtés sur le terrain. Clair et net. Donc, le caractère physique du match était planté. On passe à ça, à un caractère extrêmement défensif. Les défenses ont pris le pas, mais d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer sur les attaques. Mike vous parlera des chiffres tout à l'heure. C'est assez clair. Moi, j'en ai parlé pendant le live. C'était aussi criant. Et Boulogne a remporté ce match parce qu'ils ont plus de flingues. Ils ont plus de flingues. Ils l'ont remporté clairement au canon. Parce qu'à 3 points, ça a envoyé. Du mortier. Tout. Il en a mis 3 qui étaient clutch. Déjà, un pour donner le ton. Et puis les autres, ceux qu'il a mis après là, ça a fait mal un peu. Ça fait mal. De l'autre côté, il y avait Parfait Njiba. Parfait, putain. Parfait Njiba qui arrivait un peu à éteindre les mecs. Il a éteint la salle à un moment. Il a fait un bon match. Hein. Il a éteint la salle à un moment où il égalise sur un 3 points. Ouais. Et il me pointe du doigt. J'ai dit que mais Parfait, je t'ai vu mon frère. Hein? Il met 3 points. Il dit ah mais c'est pour moi. J'ai dit mais je t'ai vu mon chip, t'inquiète pas. Oui, parce qu'à ce moment-là du match, il y avait une de ces tensions sur le terrain. Les Seagulls qui sont là, qui sont en train d'écrire, moi je sais, ils savent très bien de quoi je parle. Il y avait une tension incroyable. Incroyable. Saint-Vallier a pris le momentum 2 fois dans le match. 2 fois dans le match, alors qu'ils ont été, entre guillemets, clairement menés tout le match. Ouais. Moi, de ce qu'on voyait, Boulogne avait l'ascendant. Mais lorsque Saint-Vallier disait qu'il ne voulait pas mourir, là, c'était bizarre. Et je ne vais pas empiéter sur tes plates-bandes. Oh non. Parce que, non, mais je voulais aller sur le côté du coach, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais à chaque fois que Saint-Vallier prenait le dessus, temps mort. Et là, je vais passer la main à Mike, parce que là, je vais passer la main à Mike, il va vous parler chiffres, il va vous parler tactique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant ce match. Beaucoup de choses. Tu as parlé d'agressivité, d'impact physique. Moi, j'ai vu le match. Tu me demandes qui a gagné l'impact physique. Je vais lever la main, je vais dire Saint-Vallier tous les jours. Oui. Parce que, clair. L'impact physique qu'ils ont mis dans le match, j'étais... Maodom Guiran, Chris Snell, c'était n'importe quoi. Et ça se vérifie dans les stades. Au rebond, ils ont marché sur Boulogne et ça se sentait dans les coups. C'est-à-dire que moi, j'étais devant ma télé, je regardais le match, je pouvais ressentir le coup que Nguiran mettait à quelqu'un. Je pouvais sentir la défense. Je pouvais sentir la défense d'Elam Rani sur Loïc. Je pouvais sentir tout ça. C'est-à-dire que les mecs de Saint-Vallier sont arrivés tellement près, tellement le couteau entre les dents, parce que c'est une autre saison, mais ils n'ont pas oublié. Mais ils tellement ont pas oublié. pas. C'est-à-dire que l'équipe qui avait le plus d'envie à jouer ce match-là, c'est pas Boulogne, c'est Saint-Vallier. Saint-Vallier, des mecs qui n'ont pas oublié, des mecs qui ont fini leur saison en mars, en avril, à cause de l'équipe. 4 poissons. À cause de l'équipe de Boulogne. Donc il faut bien comprendre le contexte du match. Saint-Vallier est arrivé avec un esprit de vengeance, clairement. Et il gagne l'impact physique. Sauf que de l'autre côté de Boulogne, il y a un mec qui a gagné pour moi clairement la bataille tactique, et c'est Thibaut Voliki. Chaque fois qu'il y avait un run de Saint-Vallier, paf, temps mort. On trouve une solution, ça se calme. Ils reprennent un run, paf, temps mort. On reprend, ça se calme.
fin de match, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire pour vraiment prendre le match? Parce que là, il fallait que Boulogne prenne le match. Il fallait un écart. Parce que Saint-Vallier était tellement prêt physiquement qu'ils étaient prêts à répondre coup pour coup par rapport à ce que Boulogne proposait. Et à ce moment-là, alors tu te dis que le match sur l'impact physique, tu le perds déjà. Ouais. Voliki nous sort un 5 petite taille avec Cherrier au poste 5. Tout le monde joue à l'extérieur, tout le monde drive, tout le monde kick les ballons. Ouais. Et là, tu te dis, ah oui, il est en train de faire un truc. Il est en train de faire un truc. Et au final, cette solution-là, Saint-Vallier n'a jamais pu répondre défensivement à ce qui était proposé. Et alors, on ne parle même pas de système de jeu, parce que sur la fin du match, il jouait que du pick and roll avec Charrier en poste 5, Exactement. qui s'écartait et qui posait des problèmes insolubles à l'équipe de Saint-Vallier. On sortait un ballon, boum, 3 points. On sortait un ballon, boum, drive, faute. On sortait un ballon, boum, 3 points. Boum, drive, faute. Et je me suis dit, est-ce que Saint-Vallier va répondre tactiquement à ce qui se passe du côté de Boulogne? Et ils n'ont jamais trouvé la réponse tactique à ça. C'est pour ça que, pour moi, sur le combat des joueurs, j'aurais donné Saint-Vallier gagnant parce que l'impact physique était tellement intense que Boulogne n'avait pas forcément les armes physiques pour pouvoir répondre à ce que Saint-Vallier proposait physiquement. On parle de Parfait Njiba, on parle de Vincent Ateba. C'est incroyable. On parle de Rida El Emrani. La pression défensive qu'il met te met dans une crainte terrible à chaque fois. Et tu dis, mais comment Boulogne va ressortir quelque chose tactiquement et Voliki va sortir un truc. Donc pour moi, au niveau tactique, Voliki gagnant. Au niveau des joueurs, Saint-Vallier gagnant. Mais le plus important, entre la tête et les jambes, c'est la tête. C'est la tête, mon frère. Et la tête a gagné. Bien et sûr. pour moi, Boulogne, vainqueur de ce match-là. Et grosse performance de Boulogne qui est en train de revenir dans le championnat et en train de montrer quand même un tout nouveau visage. Ouais. Ils sont complètement métamorphosés. Là, pour le coup, ils sont complètement métamorphosés et c'est marrant parce que tu parlais de sentir les coups. À la fin du match, Ralph qui dit à Parfait, mais la béquille que tu m'as mise, hein, je la sens encore. Et Parfait qui dit, mais je t'ai jamais mis de béquille, je t'ai même pas sur le terrain. Évidemment, hein, on sait que ces deux-là se sont chatouillés pendant le match. Clairement. Et oui, non, c'est comme ça. Un Boulogne-Saint-Vallier, c'est comme ça. Un Boulogne-Saint-Vallier, c'est comme ça. Et je pense qu'inconsciemment, Saint-Vallier met incroyablement plus d'intensité sur ses matchs contre Boulogne. Parce que, à cause du contexte qu'on connaît. C'est clair. Que contre, peut-être Aubenas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais vraiment, j'ai assisté à un match de guerrier. Il y avait des étincelles à chaque choc. C'était grave. Chaque contact. C'était grave. C'était dingue. Moi, je me suis dit, Boulogne, physiquement, va craquer, tu vois. Moi, je le voyais, je me disais, si c'est pas de, tu vois. Sur le point de rompre. Oui, je me disais, s'il n'y a pas un truc, à la fin de match, si c'est serré, la pièce va tomber du côté de Saint-Vallier parce qu'il y a trop. Du côté de Saint-Vallier, il y avait trop. Et en fait, comme tu dis, le système a été mis en place pour mettre en avant l'adresse de loin et fuir les contacts. Fuir les contacts. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, tu vois. Ça suffit. Et franchement, bravo. Bravo à cette équipe de Boulogne qui a justement entériné l'ère Voliki. Complètement. Et le roi Voliki est né. Non, ça y est. Le roi Voliki est né. Complètement. 3 victoires de suite, mon frère, tu veux dire quoi dessus? Tu veux dire quoi? Il n'y a plus rien à dire, là. Il n'y a plus rien à dire. Et la troisième, de belle façon, quand même. De belle façon, tactiquement en tout cas. De belle façon. Bah, gagner un match comme ça contre Saint-Vallier à domicile, ça en impose dans le vestiaire. Ça en impose dans le vestiaire. C'est-à-dire que les joueurs ont besoin d'avoir quelque chose, un coach aussi qui a une image aussi rassurante par rapport à ça. Tu gagnes Saint-Vallier sur un coup tactique. Dans le vestiaire, le torse est bombé. Le torse est bombé parce que tu sais que tu as fait quelque chose de bon. Je sais ce que je fais, les mecs. Je sais ce que je fais. Donc quand il te dit va à gauche, tu vas vraiment à gauche. Même s'il y a un mur, tu dis non, il a raison, je fonce dans le mur parce qu'il m'a dit d'aller là. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, ça passe. Ça passe. Et c'est passé. Bravo à Boulogne, qui on va le voir tout de suite dans le classement, après avoir regardé vos commentaires. Se remet bien. Béatrice qui dit justement les joueurs sont métamorphosés. Ah oui. Bravo Public de Boulogne, dit Christine Vendron. On sait que Boulogne c'est la Twilight Zone, ça on le sait. Ah oui. Voilà, tout le monde. Je pense que tout le monde est en train de valider ce qui se passe à Boulogne et Boulogne qui se remet bien sur la carte de N1 en disant que ça c'est. On reste
on fait toujours partie des favoris de cette division. On est là, calmez-vous. En gros, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire Alors, il y a Béatrice qui me dit rappelle-moi ton pronom, Mike. Alors, clairement, je vais dire clairement. Ah ouais. Saint-Vallier a fait exactement, en termes d'impact physique, ce qu'il devait faire. Le match qu'ils devaient faire. Et pour moi, c'était clairement suffisant pour battre Boulogne. Parce que quand Saint-Vallier joue avec autant d'impact physique, personne ne bat Saint-Vallier. Ouais, non, c'est pas possible. Personne ne bat Saint-Vallier. Il fallait faire quelque chose. Et Boulogne l'a fait. Et en même temps, je me pose quand même des questions du côté de Saint-Vallier qui ne bat aucune grosse équipe. Ouais. C'est vrai. Tu joues Souffel, à domicile, ça perd. Tu joues Orchy, tu joues, comment ça s'appelle ? Saint-Quentin, à domicile, ça perd. Tu vas à Boulogne, ça perd. Tu commences à te poser des petites questions. Dans la phase 2, ça va compter. Hein. Dans la phase 2, ça va compter parce que c'est des équipes que tu vas retrouver en phase 2. Ouais. Et aujourd'hui, tu as 8-4 comme Orchy. Alors que c'est pas du tout les mêmes objectifs en début de saison. Ouais. Saint-Vallier, pour l'instant, même si là je les voyais gagnants, m'a pas totalement convaincu depuis le début de la saison. Ouais, c'est compliqué pour eux. C'est vraiment compliqué. Surtout comme tu le dis, contre les grosses équipes. Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre, mais les matchs qu'ils devaient prendre, tu vois, bah, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté et ça va compter. Ça va vraiment commencer à compter. Classement. Hop, on va sur la Fédération française de basketball. Allons voir tout ça. Ici, tac, National 1. C'est parti. Poule A, boum. On enchaîne. Alors on le disait, on va partir du bas. KB qui fait une très mauvaise opération, qui est maintenant seul dernier de la poule A avec seulement 2 victoires et 10 défaites. Ensuite, t'enchaînes avec le duo Récy-Jet. Et on vient de voir que le Jet a fait une très belle opération en seulement rejoignant Récy, mais en plus en gagnant ce match-là qui pourrait servir dans la deuxième phase. Aubenas qui commence à respirer un petit peu, qui a 4-8 et qui peut viser justement d'être dans la poule du milieu, parce qu'ils sont à une seule victoire du trio Sorgue, Charleville, Andrézieux. Surtout quand tu vois la dynamique de Sorgue en ce moment. Exactement. Et voilà le Sombre qui revient dans le top 5 ex-aequo avec Besançon et Feur. Et sur les 3 équipes, la meilleure dynamique, c'est celle du Sombre. Largement. Donc finalement, tu dis qu'ils sont dans un top 5 et qu'ils peuvent, à long terme, peut-être viser même la 4e place, on ne sait pas. La 4e place qui est 3e ex-aequo entre Orchy et Saint-Vallier. Évidemment, les deux gros, Souffel 1, Saint-Quentin 2, avec seulement très très peu de défaites au compteur. On enchaîne sur la poule B. On passe à la poule B. Alors la poule B, justement, il y a eu pas mal de changements aussi. Ouais. Pas mal de changements aussi. Notamment à cause de Brissac. À cause de Brissac, évidemment. Mais ça, je pense que c'est pas encore comptabilisé. Mais une équipe, par exemple, une équipe de Tarbes qui décroche maintenant clairement, qui n'a pas encore joué son match à cause justement du centre fédéral. Exactement. Mais qui est déjà derrière, qui est juste derrière Rueil avec 3 victoires et 8 défaites. Ouais. Peut-être 4 s'ils battent le centre fédéral. Mais derrière, c'est Rueil qui est seul 11e. Seul 11e. Parce que La Rochelle, Toulouse qui était son 4e, qui est maintenant 9e, ça va très vite dans le championnat. Ça va super vite. Toulouse est 9e. Derrière, tu as Angers, qui est 8e, évidemment, qui a un match en moins par rapport au match de Brissac. Brissac, ouais. Et derrière, c'est Vitré, qui est 7e, qui sort définitivement du top 5. Parce que le nouveau top 5, avec 3 équipes ex-aequo, c'est 4e Tours, 5e La Charité, 6e Bordeaux. Ouais. Les 3 équipes sont à 7 victoires et 5 défaites. Et clairement, les 3 sur une dynamique plutôt positive. Ouais, exactement. Plutôt positive. Derrière, tu as Le Havre et Lorient qui sont 2e ex-aequo à 8-4. Seul premier. Évidemment, seul premier Chaland à 10-2 qui commence à faire sa petite marge. Non seulement en termes de victoire, mais aussi en termes de différentiel au niveau des points, qui a 207 de différentiel. Et le deuxième, il n'est qu'à 71. C'est pour te dire la marge qu'il y a entre Chaland et les autres pour l'instant dans ce championnat. Les enfants, on se retrouve jeudi pour une interview. Je ne vous dis pas de qui. Moi, je sais déjà de qui. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ça va vous faire plaisir, bien entendu. Et on a encore passé un super week-end, Mike. Ouais. Encore passé un super week-end.
Franchement, c'était génial. On se retrouve jeudi. Pas de match la semaine prochaine. Est-ce qu'on leur cale un Premier? Un match en Premier? Hein? Pour ceux qui veulent voir, ceux qui veulent revoir un match, ouais. On peut leur caler en première. On va vous faire ça. On va vous faire ça, tiens, on va vous faire ça. Samedi soir, il n'y a pas de basket normalement. Seulement si vous ne regardez pas Prime Media. Parce que si vous regardez Prime Media, on va vous caler un truc. Vous inquiétez pas. On va vous mettre un match, d'accord? Quand il n'y a pas de basket, bah, il y a toujours du basket. Il y en a encore. Toujours du basket. Il y en a toujours. Ok? Et évidemment, un match de N1, on va se concerter pour essayer de voir lequel. On va vous balancer ça tranquillement, proprement, il n'y a pas de souci. On donne rendez-vous jeudi. Et soyez prêts, parce qu'après, la semaine qui enchaîne ensuite, c'est le dernier match de la phase aller, de la première dernier match aller de la première phase. C'est clair. Et ça va c'est-à-dire que chaque équipe, là, du coup, va être sur les rails pour essayer justement d'accrocher leurs objectifs. Donc soyez prêts. Préparez-vous parce que les joueurs, eux, seront prêts. Et vous inquiétez pas, on se revoit jeudi. Passez un excellent week-end de basket. On vous kiffe. Ciao, ciao.